Hi guys, it's Noemi. Welcome to the Noemi and Co podcast. We are in Kinshasa, my native city. For today, you guys, super excited. I know every episode I'm like, I'm so freaking excited, but I'm super excited today to chat with Frederick, the founder of Jumbo Juice. If you have been in Kinshasa, you have seen Jumbo Juice somewhere, either a bougie ass grocery store, sorry for my language, a restaurant, or in the hands of somebody. And so for me, actually how I found out about Jumbo Juice was years ago, I was on social media and I came across Jumbo Juice. I was like, oh my God, this sounds so cool. So for today, we're going to chat with Frederick, but on va faire ça en français parce que Frédéric maîtrise plus le français que l'anglais. Alors Frédéric, ça va? Ça va bien et toi, Noémie? Très bien. Écoute, quand je regarde mon ordinateur, c'est juste parce que si je regarde pas, je vais trop parler. Ok. Et il y a des questions que j'aimerais vraiment que les gens apprennent à propos de toi. D'accord, je suis là pour répondre à toutes tes questions. Qui est Frédéric? Allons-y. Qui est Frédéric? Bon, Frédéric, ça c'est une question déjà comme ça d'entrée de jeu. Écoute, je suis un belgo-congolais, né ici au Congo, à l'est du pays. Il y a maintenant 42 ans, ça date. Et alors, j'ai quitté le Congo à l'âge de 3-4 ans, si je me rappelle bien, chez mes grands-parents d'abord. Et puis, j'ai fait mes études en Belgique. J'ai cheminé en Belgique, j'ai terminé là-bas, puis j'ai fait des petits boulots. Et puis voilà, je suis tombé dans l'entreprise d'un ami à moi, enfin de son oncle, et on faisait des jus de fruits là-bas. Et puis par après, j'ai voyagé au Congo, et voilà, on a constaté que c'était un marché où il n'y avait pas encore grand monde, voire presque personne, et voilà, on s'est lancé, mon frère et moi, dans la fabrication des jus et dans la création de la marque Jumbo. Incroyable. Vous avez commencé Jumbo quand? Quelle année? Alors on a commencé Jumbo. Bon, l'idée naît un peu je vais dire entre 2008 et 2010. Et puis le temps que on mette un peu les choses en place, qu'on s'accorde, qu'on décide de partir et de se lancer. Donc on commence en 2011 précisément. Wow. 2011, that's like... Ça fait déjà un petit temps. Ça va 14 ans, 13 ans? 14 ans, 13 ans, ouais. Wow. Ok, alors, ce qui m'intéresse vraiment, c'est, ok, je comprends, tu as travaillé dans ce qui est du jus, et là, tu as vu un gap dans le marché congolais. Alors, dis-moi les étapes de comment tu as commencé Jumbo en RDC, juste un sommaire de écoute, là à aujourd'hui. Franchement, là, on a commencé très, très simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc, quand j'ai voyagé une première fois ici, avant même d'avoir l'idée, ça a plus été un constat. Et ça s'est passé, pour l'anecdote, ça s'est passé, je me rappelle, j'étais parti nager au Pullman, à l'époque, Grand Hôtel. Et donc, je commande un jus. Je voulais boire un jus. Je me dis, bon, voilà, je suis quand même au beau milieu de l'Afrique, c'est un pays tropical et tout. Donc, je pensais vraiment qu'on allait me servir un jus. Et on m'a amené, ou bien on m'a proposé des jus en carton, ou bien du Fanta Coca. Ça m'a un peu choqué. Et en fait, c'est à ce moment-là que je fais juste une petite connexion dans ma tête et que je me dis, mais enfin, c'est fou. C'est sûr qu'il doit y avoir des fruits ici. Et pour un hôtel de ce standing-là, je trouvais ça quand même un peu dingue qu'ils puissent pas proposer ça. Et donc, c'est comme ça que l'idée est née. Et je rentre même de cette journée-là, je pense. Je rentre, j'habitais chez mon père à ce moment-là, je rentre et je lui pose la question, je dis, mais où est-ce qu'on trouve des fruits ici? Il me dit, non, écoute, il y a un marché là, Ziguida, tu peux aller faire un tour. J'adore ça. Je suis parti à Ziguida, j'ai fait un tour, j'ai vu. Et donc, j'ai commencé à faire des petits jus comme ça. Et puis bon, voilà. Donc ça a été l'idée. Ça a été le début de l'histoire. Et puis bon, après, t'imagines bien qu'il s'est passé pas mal d'étapes. Yeah. Jusqu'à maintenant. Bon, ça fait 15 ans, hein, comme tu viens de dire, ça fait 15 ans. My gosh. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que, ok, je peux comprendre l'idée. C'est Ziguida, et j'adore Ziguida. C'est vraiment un désordre bordel, mais c'est intéressant. Tu comprends vraiment la RDC. En plus, à l'époque, c'était déjà... On y arrivait plus facilement que maintenant, tu vois. Maintenant, avec le trafic. Avec l'embouteillage. T'as pas toujours la motivation d'aller jusque là-bas. Pas du tout. Mais je comprends les détails, l'idée du jus. T'as vu que c'était pas facilement accessible. Et vos jus sont naturels, non? Et nos jus sont naturels, donc ça veut dire, voilà, c'est les fruits d'ici. On les mélange avec de l'eau, bon, parce que voilà, il faut un peu rallonger. Et puis chaque fruit a une recette particulière. Et donc voilà, et donc on propose un produit que moi j'ai calqué sur base de ce que j'avais fait en Europe à l'époque et que déjà je trouvais très très bon. Et donc on a vraiment fait un copier-coller. Après, je vais te dire honnêtement, Noémie, c'est pas compliqué de faire des jus. Hein. Je pense que tout le monde a déjà fait un petit jus à la maison. Chacun le fait un peu à sa sauce. Et donc c'est plutôt le tourner en business qui est un défi. Exactement. Et d'autant plus ici. Surtout, et ça qui m'intéresse, alors, c'est
L'idée, tu vas à Ziguida, tu vois que par exemple, de septembre à je sais pas moi quand, il y a certains fruits qui sont en saison. Et comment tu as choisi même les saveurs? C'était quoi vos premiers saveurs? Ou tu as commencé avec l'orange parce qu'il y en avait beaucoup? Ou le gingembre parce qu'on a vu beaucoup et c'est à bas prix? Tu les as pris, tu es allé à la maison, tu les as pressés avec une machine jus à la maison, la bouteille en plastique, tu les as achetés chez King Place? C'est ça, tu sais que j'essaie de comprendre. Quand tu as commencé à la maison là, jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que j'estime que vous avez un peu un endroit un peu plus développé pour presser les jus. Ouais. Alors, au début, ça se faisait où? À la maison? Les bouteilles, t'achètes ça où? La matière première, t'achètes ça où? Alors, bah, écoute, donc, comme tu viens de dire, c'est le premier pas, c'est aller à Ziguida, voir qu'est-ce qui se trouve comme fruits. Bon, je sais plus te dire à quelle saison je suis arrivé, mais de base, on peut faire des jus avec beaucoup de fruits. Avec le recul, parce que bon, même aujourd'hui, tu vois, on fait que 5 goûts. Mais il y a eu une période où on en faisait 10, 12. On faisait du pamplemousse, de l'orange, les fruits de la passion, le gingembre qu'on vend très bien aujourd'hui. On le faisait pas à l'époque, pendant les premières années, on faisait pas du tout le gingembre. C'est par après, je sais plus comment l'idée est arrivée de faire le gingembre. On fait du bissap qu'on trouve pas ici. C'est le seul produit qu'on fait qui vient de l'extérieur. Donc, les premiers pas, en fait, c'est vraiment, t'achètes des fruits, tu reviens à la maison avec ça, mais peut-être 10 kilos de fruits, hein, c'était vraiment juste pour faire quelques bouteilles. Alors, comme t'as dit, pour le conditionnement, donc là, je pose la question à mon père, parce que bon, ça faisait pas longtemps que j'étais là, et donc j'avais pas du tout de repère, parce que j'avais même pas cette idée-là en tête. Je lui dis, ouais, mais où est-ce que je peux trouver des bouteilles? Voilà, 2-3 questions. Même peut-être le garde en bas, à la maison, il me dit, mais écoute, tu peux aller chez Plastica à l'époque. On va chez Plastica, on demande, est-ce que vous avez des bouteilles? Oui, on a des bouteilles. Donc voilà, là, j'ai déjà mes fruits, j'ai déjà mon jus, et je sais le mettre dans une bouteille. Bon, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien, mais je me retrouve à la maison avec une dizaine de jus, j'en bois 2-3, j'en donne à ma famille, mes sœurs, mon père, tout le monde. Et puis, ils me disent que c'est bien. Bon, au début, t'es toujours en droit de douter. La famille va toujours te dire que c'est bien, ils vont te mais dire ils vont c'est pas bien acheter parce que, en gros. voilà, il t'a vu que t'as travaillé quelques heures dans la cuisine. Tu galères. Oui. Donc de là, tu sors de l'appartement. Tu sors de l'appartement, tu vas te confronter un peu au monde extérieur. Peut-être même la sentinelle, c'est même le premier avec qui tu vas donner. Lui aussi, il te dit que c'est bon. Et puis tu commences avec les amis. Et puis après, tu t'aventures dans un restaurant. Bon, là, je vais quand même faire une petite dédicace à la pâtisserie nouvelle parce que c'est quand même les premiers qui nous ont fait confiance. Et comment tu les as approchés? C'est une étape que tu sautes. C'est quelque chose qui est très important quand on en parlait parce que moi qui est on appelle ça CPG, Consumer Packaged Goods. Ce sont des goods que tu vends aux consommateurs. Dans votre cas, c'est le jus, moi, c'est le miel. Cette première étape-là, d'aller avec ton produit à différents magasins, à différents supermarchés pour qu'ils... Parce qu'avec les pâtisseries nouvelles, j'ai toujours l'impression que c'est plus pour l'exposition de ta marque. Dans le sens que, et il faut savoir c'est qui ta clientèle cible, right? Sur pâtisserie nouvelle, ça serait une bonne clientèle cible parce que c'est souvent des expats ou bien des aisés qui valorisent un peu le jus naturel parce que est-ce que tu penses que les gens qui sont la masse congolaise, qui est un peu plus pauvre, est-ce que le jus naturel à votre prix, c'est une priorité pour eux ou c'est plus les Coca, les Fanta et les Pepsi qui se vendent à la moitié $1? Alors, c'est une bonne question parce que, tu vois, je trouve qu'on a un parcours atypique. Alors, mais je me demande si pour l'observateur extérieur, qui voit en fait ce qu'on fait, mais qui ne voit pas ce qu'on pense en fait dans notre tête. Oh, je vois. Et donc, par rapport à ça, tu vois, la manière dont on est sorti avec les jus, la première question qu'on a fait, c'est, OK, est-ce qu'on peut produire un jus? C'est la première question. On n'a vraiment pas fait une étude de prix ou quoi que ce soit. Même sans doute quand je suis parti à Ziguida, j'étais novice à ce moment-là. J'ai dû acheter les fruits peut-être 3 ou 4 fois plus cher que ce que ça aurait pu être normalement. Après, avec l'expérience qu'on y allait souvent, on a appris à négocier fermement et tout ça. Mais, donc, on sort de là, on fait le jus, et puis quand on sort pour aller d'abord faire goûter aux gens, parce que c'est ça en fait la première démarche, c'est on veut savoir est-ce que ça intéresse les gens, est-ce que quand les gens boivent, ils trouvent ça bon. Et donc du coup, quand on va chez Pâtisserie Nouvelle, on n'est pas dans une démarche en se disant ok c'est quel établissement, quels sont les types de clients qui vont là-bas, c'est pas notre question. Notre question c'est d'aller là-bas, c'est même de leur donner en fait un jus, et puis bon,
On devait sans doute aller acheter notre pain là-bas à l'époque, comme beaucoup de gens. Donc, autant si j'ai bien compris, tu es entré, tu es allé voir le manager ou le chef, Voilà. tu as dit bonjour, je suis Frédéric, voici un échantillon de mon jus. On l'a donné les jus, est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Simple question. Et eux, ils ont été... Très bien. Ça s'est fait vraiment au tac au tac. Oui, franchement, vos jus, c'est bien, c'est bon, on peut tester. Et tu vois, je pense qu'ici au Congo, il y a cette facilité-là. Yeah, je sais qu'il y a beaucoup de difficultés aussi, mais il y a cette facilité-là d'aller voir quelqu'un et d'avoir un contact assez facile et que ça puisse se réaliser si t'es en une journée, en fait, si ça c'est vrai. Je me dis, en fait, en Europe, rentrer quelque part, on va te poser beaucoup plus de questions à la base. Est-ce que t'as une société? Est-ce que t'as besoin d'emails? On a commencé de manière informelle, hein, franchement. Aujourd'hui, j'ai plus peur de le dire. On a commencé de manière informelle et puis on savait pas où est-ce que ça allait nous mener. Donc c'est pas vraiment, on n'a pas fait de stratégie. On n'a vraiment pas fait de stratégie. On a été step by step. Mais est-ce que tu penses, et ça c'est intéressant de le dire parce que moi j'ai cette approche-là, vraiment de, comme on dit en anglais, fail fast. Moi j'adore échouer. Okay. C'est en échouant que j'apprends. Mais je suis quelqu'un, j'aime aller vers la pratique, j'aime aller vers l'exécution. Mais des fois, je trouve que c'est une bonne chose et des fois, c'est aussi une mauvaise chose. Parce que des fois, quand tu commences un business, est-ce que tu trouves que dans ton cas, ça joue à votre avantage d'avoir cette naïveté-là, d'aller directement vers lancer, ou tu regardes aujourd'hui, je sais pas moi, 14 ans plus tard, tu dis, OK, si on avait une stratégie en place avant d'y aller comme ça, il y a ça et ça et ça qu'on aurait pu éviter. Parce que en business, on peut tout dire, malgré que la RDC c'est un marché très particulier, il y a des bases du business qui sont universelles. Absolument. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense déjà que il faut voir chaque business au cas par cas. Parce que pour un business de production de jus, je pense que la manière dont on a commencé, ça peut s'y prêter. Maintenant, avec le recul, je sais pas si on avait fait un plan, est-ce que ça se serait mieux passé ou moins bien, ça aurait été peut-être différent. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu, ça va être difficile de pouvoir dire ça. Maintenant, moi, ce que je crois, personnellement, c'est que, particulièrement pour ici, en RDC, si tu prévois trop, et si tu écoutes trop ce que les gens vont dire autour de toi, il y a des gens qui peuvent être démotivés avant de commencer. Et je crois que nous, en fait, comme on a fait du chemin aujourd'hui, je dis pas qu'on a gravi toute la montagne, mais voilà, on est quand même à un stade avancé, et on a plutôt tendance à regarder derrière nous en se disant, on a déjà parcouru ce chemin-là. Nice. Par contre, que si on était en bas de la montagne et qu'on se dit, on doit aller là-bas tout en haut, et que tu vois que le chemin est compliqué, on serait peut-être pas parti. On aurait peut-être pas pris ce chemin-là. Et donc, en fait, on a fait face à chaque défi ou à chaque problème, ou un à un. Et donc, c'est beaucoup plus facile quand tu les prends un à un, du moins pour les débuts. Et juste pour un peu rebondir sur ta question, je me dis, aujourd'hui, au stade où on en est, où on a peut-être encore, en tout cas dans notre cas, nous, hein, pour Jambo, on a peut-être encore gardé cette façon de travailler-là, et qui n'est plus adaptée aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit être plus dans la planification, pouvoir faire des stratégies et tout. C'est peut-être pas toujours spécialement notre fort aussi, il faut aussi le reconnaître, mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait plus implémenter. Mais pour les débuts, et pour ce type de business-là, moi, je crois que ça nous a fait du bien, parce que je connais quand même d'autres business ou d'autres personnes qui sont venues et qui avaient peut-être un meilleur background en termes de business, mais qui n'ont pas tenu. Parce que peut-être ils ont fait, ils ont fait un plan, et comme ça se passait pas comme ils voulaient, ils ont peut-être abandonné. Alors que bon, je pense qu'on est beaucoup à pouvoir dire que ici, ce que tu planifies et ce que tu réalises, il y a quand même un gap. Oh, ça c'est le con. Quand tu prévois, demain je vais faire ça, tu vois que t'as peut-être, la réalité te rattrape et t'as peut-être pas fait tout ce que tu avais prévu. Ça, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, alors, OK, vous êtes là maintenant au niveau startup, pâtisserie nouvelle a mis une chance sur vous. Ça commence, je me rappelle, moi, la première fois que j'ai entendu parler de Jambo, ça fait des années, j'étais sur les médias sociaux, je suis au Canada. Je me dis, oh my God, c'est so cool, c'est tellement cool. Jambo qui veut dire hello in Swahili. Donc, j'ai trouvé ça très cool. Alors là, maintenant, vous êtes à votre pâtisserie nouvelle. Donc, ça commence à tout de suite prendre l'ampleur. Ils commandaient environ combien de bouteilles à ce temps-là? C'est en fait, maintenant, c'est le premier client qui a commencé à faire des commandes vraiment un peu de, même si c'est 10 bouteilles, mais it's reoccurring. Écoute, là, je
je vais te répondre souvent avec des petites anecdotes parce que je pense que voilà, les petits exemples sont parfois assez représentatifs de l'histoire. Alors, Pâtisserie Nouvelle, c'est notre vrai premier client en tant que tel, vraiment, où on remet une facture, où tu sais que c'est un magasin et que les jus qu'on vient livrer ne sont pas spécialement pour eux. C'est pour les clients qui vont venir manger là et qui vont les boire. Alors, on livrait vraiment pas de grandes quantités au début. Yeah, mais je te dis, ça peut faire des des productions journalières de peut-être 10-15 litres. Oh, t'es quoi? Ah oui, non, je te jure. Là, t'es chanceux, toi. Moi, 10, mon 15. bocal, en une semaine, 5 commandes. Oui, donc tu vois, mais voilà, c'est ça, c'est notre début. Et on livrait des bouteilles qui n'avaient pas d'étiquette. Yeah. On écrivait le goût au stiff dessus, donc c'était niveau visuel, c'était à se jeter par terre. Et on les livrait, c'était des bouteilles de 50 centilitres. Et donc, un matin, on livre le matin genre 15 bouteilles. Donc on s'est dit, OK, on va pas devoir relivrer Pâtisserie Nouvelle avant un jour ou deux. Et donc, on rentre à la maison et Pâtisserie Nouvelle nous rappelle. Il dit, les gars, est-ce que vous pouvez venir nous livrer? Donc nous, on se dit, non, mais en fait, on est déjà venu livrer ce matin. Il dit, oui, mais il y a un monsieur qui est venu et qui a tout pris. That's awesome! Donc, un gars, tu vois. Et donc nous, on est là au téléphone, on se dit, un monsieur a tout pris? Je dis, mais donc ça veut dire que les jus sont vraiment bons, puisque on connaît pas ce monsieur, lui, il nous connaît pas non plus, il a dû les apprécier pour ce qu'ils sont, et donc ce coup de téléphone-là nous a donné de la confiance, en fait. Nous a vraiment donné de la confiance. Et donc, c'est de ce coup de téléphone-là qu'on décide de faire une étiquette. OK. Et de trouver un nom, puisqu'on n'avait pas de nom, là. À ce moment-là, il n'y a pas de Jumbo, c'est des jus, quoi. Voilà, les gars, on vous livre des jus. Et donc, on cherche des noms, on a des logos, on a essayé de chercher des trucs, c'est parti dans tous les sens, je ne saurais même plus te dire quoi. On a appelé ma cousine, d'ailleurs, qui était aux États-Unis, qui était un peu fort dans la communauté. Écoute, il nous faut un truc. Et puis après, c'est la maman de mon fils qui avec son papa, sur base d'une photo, avait fait le dessin donc de la tête de mon frère et moi. Et c'est comme ça que le logo Jumbo est né. Wow. Et qui n'est pas le premier logo ne ressemble pas du tout à ce que tu peux voir aujourd'hui. C'est assez comique. Et puis voilà. Et puis de là, donc, on met le doigt dans l'engrenage, quoi. C'est à partir de là, je pense que Jumbo commence vraiment. Parce qu'on trouve le nom, on trouve le logo. Et puis, OK, on doit acheter des machines parce qu'il faut produire plus. On va au marché avec une autre, avec un autre mindset, quoi. On va négocier différemment et on fait tout différemment à partir de là. Mais donc, tu vois, ça part de Fredo par la piscine, il veut boire un jus, c'est pas ça. Il va au marché, il fait 2-3 petits jus, et puis Pâtisserie Nouvelle, et puis quand on prend confiance en ça, là, on se dit, OK, c'est parti, c'est dans ça qu'on va mettre toute notre énergie. Wow. Jusque maintenant. Oh my God. Ça nous bouffe d'énergie. Et là, maintenant, et parce que vous vendez juste en RDC, right? Ouais. Alors, de là, maintenant, on va sauter beaucoup d'étapes. Amène maintenant à aujourd'hui. Quand tu regardes, tu rentres de l'arrière, qu'est-ce que tu dirais ont été... Tu as parlé beaucoup des points positifs de votre croissance. Qu'est-ce que tu dirais a été les 2 ou 3 difficultés que la compagnie a vraiment subies les dernières années, et qu'est-ce que tu as retenu comme leçon de ces 2-3 difficultés-là? Alors, je pense que les difficultés, depuis les débuts, elles sont toujours structurelles, quoi. Ça veut dire que, voilà, on peut imaginer, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir voyager et de voir comment ça se passe pour des entreprises ailleurs. Ils ont des problèmes, nous, on a des problèmes auxquels eux ne pensent pas, c'est-à-dire ton courant qui lâche, ne pas avoir d'eau, ne pas avoir d'eau pour pouvoir voilà, laver ton matériel, des choses comme ça. Donc vraiment des problèmes structurels, les pannes de voiture, tout ce qui fait en sorte que on puisse mener l'activité à bien. Et jusqu'à maintenant, c'est ça un peu en fait les difficultés, parce que tout est là. Comme mon frère avait dit dans une interview aussi, le potentiel au Congo, voilà, il est plus à démontrer. Ce qui est dur, c'est de pouvoir le réaliser. Et pour pouvoir réaliser ce potentiel-là, tu as besoin que plusieurs facteurs puissent être opérationnels. Et c'est ça qui nous complique encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bon, ça c'est déjà un premier point. Et puis,
plus à titre personnel, c'est l'endurance, en fait, face à tous ces problèmes-là. Parce que des fois, tu es fatigué, tu dois faire face à tous ces problèmes-là. Vouloir abandonner, je pense que c'est quelque chose que tous les entrepreneurs passent par là. Tous les jours. Mais de trouver les raisons de toujours pouvoir continuer, ouf. Oui. Alors, ce qui est de ton ressort, ça va. Tu peux t'automotiver, tu peux faire en sorte de mieux gérer ton temps, de mieux gérer ta fatigue et tout. Mais ce qui est extérieur, tu peux pas contrôler. Ça, tu peux pas contrôler. Et c'est peut-être, je pense, c'est ça qui peut épuiser. Et donc là, tu vas faire appel à d'autres sources. Hein. Ça peut être l'amour du pays, parce que bon, t'en as des fois dès qu'ils veulent partir et tout, mais on a envie de réaliser ce potentiel-là. On a vraiment envie de le faire. Ça fait 15 ans qu'on est dessus. Alors tu te dis, voilà, bon, est-ce que tu arriveras là où toi tu te fixes des objectifs, ou est-ce que tu vas devoir passer le flambeau à tes enfants ou bien à d'autres personnes? Donc oui, une sorte de résilience à titre personnel. Et sinon, les difficultés, voilà, pour moi ici au Congo, c'est vraiment des difficultés structurelles. Pour moi, c'est le plus grand. Ouais, pour moi, c'est le plus grand défi ici. Et ça, c'est un défi collectif. Nous tous, on a ce défi-là. Et moi, ce qui m'intéresse aussi en termes de difficultés, défis, à l'interne de ta compagnie, quelles sont les difficultés que vous avez eu à avoir en termes de compagnie? Ça peut être peut-être la matière première, ça peut être, je sais pas moi quoi, l'échelle. Et quelles sont certaines erreurs que vous avez fait en tant que fondateur, toi et ton frère, qui vous a un peu perturbé de votre business, qu'aujourd'hui... Alors, honnêtement, je pense que en interne, un des soucis ou bien une problématique qu'on peut retrouver, c'est la qualification. La qualification, parfois, des gens. Le niveau d'exigence aussi qu'on a ici, localement dans le travail. Il y a des gens qui sont motivés et ça manque pas. Des gens qui cherchent du boulot, ça manque pas non plus. Mais je pense que parfois, nous, on sent un gap entre ce qu'on souhaite et ce qui est fait. Alors, on essaye de prendre le temps de collaborer avec les gens avec qui on travaille et d'essayer d'amener cette culture d'exigence dans le travail. Ça, je pense, ça prend du temps. Parfois, c'est aussi, parce qu'on a peut-être la chance aussi d'avoir des références d'ailleurs, ce que tout le monde n'a pas. Et donc, on essaye aussi de transmettre ça avec les gens avec qui on travaille. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, tu me disais... Je dis, par exemple, toi et ton frère, en tant que fondateur, est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez fait que vous pouvez retenir comme leçon? On a fait des erreurs, mais je pense qu'il faut faire des erreurs aussi. On apprend beaucoup plus de nos erreurs parce que tu payes cash à un moment. Donc du coup, on essaie de pas les répéter. Mais qu'est-ce que je pourrais dire vraiment? Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Même des exemples qui ont coûté beaucoup d'argent à la longue. Bon, il y a des exemples qui nous ont coûté beaucoup d'argent. Bon, il y a eu de la trahison aussi, des choses comme ça. Mais bon, ça, je pense pas que c'est une erreur. C'est une espèce de probabilité ambiante qui peut se passer. Trahison dans quel sens? On t'a volé l'argent ou quoi? Oui, ça nous est déjà arrivé, bien sûr. Ouais, ça nous est déjà arrivé. Et c'est un employé? Et moi, quand c'est arrivé ça... C'était un emploi de l'interne? Oui, ça a été en interne, Et je peux comprendre. Ah, t'es gentil. Malgré tout, je peux comprendre. Oui, parce que bon, il faut quand même pas se voiler la face. Les salaires que les gens gagnent... C'est tellement bas. Et bon, même si on peut toujours comparer par rapport à d'autres, oui, mais par rapport à d'autres, tu gagnes mieux et tout. Les salaires sont trop bas pour pouvoir mener une vie décente ici. Et donc, du coup, la tentation, elle peut être compréhensible. Ça, c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est que cette tentation-là, celui qui va faire un acte comme ça, il se rend pas compte que il entretient le problème dans lequel on est, de manière générale ici et collectivement. On entretient ce problème-là. Parce que tu vas peut-être démotiver des gens, des entrepreneurs qui ont envie de bien faire, qui tous les jours se lèvent et qui, bon, certes, travaillent aussi pour eux, mais participent aussi quand même au développement du pays. Et donc, tu peux démotiver des gens qui vont partir. Moi, j'ai entendu d'histoires de gens qui sont venus ici, qui ont investi, qui ont mis beaucoup de temps et tout. Beaucoup sont partis. Ils se font voler, et puis ils partent. C'est fatigant. Ils partent.
Ils partent parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils se sentent trahis, parce qu'ils ont donné de leur personne et qu'ils n'ont pas eu en retour. Et puis tu vas entendre dans un autre débat que non, que t'as des gens ici qui veulent travailler, qu'il n'y a pas assez de boulot, qu'il faut promouvoir l'entrepreneuriat. Et donc, en fait, on est en train de pousser une voiture dans deux sens opposés. Et on va s'étonner qu'on n'avance pas. Et donc ça, c'est une sorte de prise de conscience, en fait, qu'il faut avoir. Alors bon, ventre affamé d'un point d'oreille, c'est vrai que se tailler une morale aussi, il y en a qui ont le luxe de pouvoir se tailler une morale. Et je trouve aussi, avec le vol, j'ai toujours dit, et j'avais cette conversation avec un de mes travailleurs, lui, il va de l'optique, il a dit que pour lui, le vol, ça se justifie pas. Il a dit, même oui, c'est vrai, si ça se justifie pas. Il a dit, même si madame, tu me payes pas bien, je suis pauvre, mais je le paye très bien. Mais il a dit, ça se justifie pas. Il a dit, j'ai déjà été pauvre et je travaille avec des riches. J'ai jamais été tenté de voler. Donc, de ce cas-là, je comprends, mais je suis de l'avis qu'effectivement, c'est vrai. Surtout Kinshasa, le coût de vie est trop cher. C'est que souvent on paye les gens. Ce n'est pas assez. Là, on doit vraiment admettre. Oui, il y a d'autres, je suis scandalisé. La semaine passée, il y avait plus de 50 personnes devant le ministère du Travail qui se plaignaient que, je suis désolé de le dire, il y a des Indiens, des Chinois qui ont eu des contrats avec le gouvernement pour des constructions. La loi congolaise dit que c'est $5 par heure, que tu es supposé payer le minimum. Non, ces gens, ces étrangers, et la plupart ne payent pas $5 l'heure. Ces étrangers, les ont payé une affaire de $50. Ils vont vers le gouvernement pour dire, mais écoute, fais quelque chose. C'est sûr que le gouvernement va rien faire. Alors, je comprends ce point de vue-là. Et moi, personnellement, je suis aussi intéressé à ça. Tu as mentionné un bon point, du point de vue que tu as grandi en Belgique. Moi, j'ai grandi au Canada. Et après, tu es revenu. Et j'ai toujours l'impression, la diaspora, je déteste ce mot-là, parce qu'il y a des stéréotypes négatifs avec la diaspora, que c'est devenu même une honte. Il y a la diaspora qui, moi j'ai l'impression que, j'avais vu un gars là, c'est un historien américain, on l'a demandé, parce qu'il adore l'Afrique, et lui il est panafricaniste, américain, mais il est très sage, il a dit, on l'a demandé, qu'est-ce que tu penses qui est le problème avec le développement de l'Afrique? Et il a dit, souvent la diaspora africaine, leur problème c'est quoi? Ce sont des Africains de souche, de sang, mais ils ont grandi et ont été éduqués dans un système de l'homme blanc, on va le dire comme c'est. Souvent, la plupart, la Belgique, la colonisation, moi je suis allé au Canada, sont des pays vraiment dominés par le système d'un homme blanc. Alors, ils ont été éduqués, ils ont appris leur apprentissage du système de l'homme blanc qui est très différent de leur système africain. Et quand ils reviennent, ils ont une grande difficulté à s'adapter. Absolument. Et ce qui se passe, c'est que du point de vue même business, politique, ils entrent dans ce système et c'est un système, il n'y a pas de système. Faut dire la vérité, la RDC, c'est le désordre. Il n'y a pas de système. Alors, on vient d'un système qui est très ordonné et là, maintenant, on entre dans le désordre. Absolument. Et où est-ce que j'ai toujours l'impression qu'à la diaspora, moi aussi, j'ai eu ce dilemme-là. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis à Kin, presque 4 ans. J'ai eu ce dilemme-là les premiers 2 ans. J'avais la difficulté à accepter la réalité de la RDC. Alors, ce que je faisais, j'essayais de forcer ma mentalité de l'Amérique du Nord sur les gens, sur les emplois, les attentes. Donc, tu es dans une économie où est-ce que même les factures, les gens, des fois, n'en veulent pas parce qu'ils veulent pas être tracés. Absolument. Donc, tu as une autre culture, une autre mentalité et tu t'identifies même pas à ton propre pays. Mais j'ai appris la façon difficile que dans le monde des affaires, tu dois t'adapter. Parce que si toi et moi, on nous envoyait en Floride, aux États-Unis, on allait s'adapter. L'adaptation là-bas sera facile parce que c'est une économie un peu plus innovée. Mais je pense que j'ai remarqué en RDC, ceux qui gagnent dans le monde des affaires, ce sont ceux qui sont adaptés. Absolument. Et il y en a des millionnaires ici. Il y a même des milliardaires à mon avis. Et ces gens-là, c'est que j'ai compris, ils jouent avec le désordre. Bien sûr. Pour se retrouver dans leur business. Et ils sont consistants à long terme. Nous, souvent, j'ai l'impression, la diaspora congolaise, on veut revenir, devenir riche. Matin au lendemain, qui je sais pas où est-ce qu'on a eu cette idée-là. Je vais te dire vrai, j'ai jamais compris. Moi, je pense aussi qu'il y a... Tu penses quoi? Il y a des exemples. Je pense que dans ce pays, on a vu des gens passer de 0 à 100 km/h en 2 secondes. Comment est-ce qu'on devient riche en très peu de temps? On a le droit de se poser cette question-là. Je veux pas rentrer dans les polémiques par rapport à ça. Mais comme tu dis, c'est vrai, il faut pouvoir s'adapter. Ça c'est une caractéristique et c'est un vrai atout pour un entrepreneur quand tu viens dans un marché. Et quand tu parles aussi de diaspora,
Bon, moi, j'aime pas vraiment ce terme-là non plus. J'essaie pas de trop stigmatiser les gens de là d'où ils viennent et tout. Il faut avoir de l'humilité, je pense. Il faut avoir de l'humilité. Et puis c'est normal. Il y a toujours une phase d'adaptation qui se passe. Alors, peut-être, je reprends le terme, hein, avec la diaspora, quand ils reviennent au Congo, puisque bon, ils sont déjà congolais. On est déjà congolais. Donc, en fait, tu reviens, t'as pas l'impression de devoir t'adapter parce que tu te dis, bon, je rentre chez moi, mais peut-être t'as fait abstraction du fait que oui, c'est vrai, tu n'as pas grandi là. Peut-être que, même comme moi, en fait, au début, et même encore maintenant, j'ai encore des difficultés avec la langue. Et donc, c'est vrai que pas que ça crée une barrière, mais ça complique peut-être déjà un peu les choses. Mais alors, ce qu'il faut, à ce moment-là, c'est avoir justement l'humilité de pouvoir venir et de respecter tout le monde, déjà. Yeah. Ça, il faut respecter tout le monde. Ça, c'est déjà quelque chose, partout dans le monde entier, hein. Ça, c'est une base, je pense, pour la vie, quoi, pour que ça puisse bien se passer. Et puis de là, petit à petit, quand tu commences à comprendre, tu vas mieux affiner ton business pour que ça puisse marcher. C'est comme si tu arrives dans une soirée, vous allez faire des jeux de société. Si tu connais pas les règles, la première chose que tu dois faire, il faut qu'on t'explique les règles. Et pendant qu'on t'explique les règles, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais et puis t'écoutes. Voilà. Et puis quand t'as compris, tu commences à jouer. Joues le jeu. Et puis peut-être, si t'as bien écouté en plus, tu vas peut-être bien jouer et tu vas peut-être gagner ta partie. Exactement. Tandis que si tu reviens orgueilleux, en te disant orgueilleux, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et que t'arrives et que tu parles plus que tu n'écoutes, il y a beaucoup de chances que ça se passe mal et que ton business ne se passe pas bien. Bon, nous, en l'occurrence, ce qui s'est passé, moi, personnellement, j'ai pas spécialement fait des grandes études. Quand je décide de venir au Congo, dans ma décision que je prends moi personnellement à ce moment-là, je quitte plus la Belgique que je ne pars au Congo. Ah, je vois, toi, tu vois, donc, oui, donc voilà, donc moi, je viens ici, et je suis ouvert à tout. C'est même pas, parce que quand je viens la première fois, c'est pas pour faire des jus. Je me dis, écoute, je vais aller au Congo, je vais voir un peu comment ça se passe. Est-ce que peut-être je vais trouver du boulot? Donc, tu vois, la manière avec laquelle je suis arrivé, j'étais open, en fait. Je suis pas venu avec mon business plan et mon truc et voilà, je viens faire ça et je vais imposer ce que je vais faire. C'est, parce que comme je te disais au début de l'interview, le business des jus, c'est un constat. Quand je suis allongé sur un transat à la piscine, et de ce constat-là, je fais un lien avec ce que j'avais fait déjà avant, en fait, en Belgique. Je me dis, mais en fait, il y a une possibilité de business, et je connais puisque je l'ai déjà fait. Voilà, boum, connexion, et puis c'est parti. Après, quand je suis rentré en Belgique, j'ai été secouer mon frère à ce moment-là. Ouais, parce que lui, il était là-bas, il travaillait dans une entreprise là-bas, et puis je lui lance l'idée, quoi. Je lui lance l'idée, ouais, vas-y, viens, écoute, il y a moyen de faire ça, et tout. Mais moi, je le motive un peu, et puis il vient, quoi. Mais moi, je pense que bizarre, tu vas me trouver très bizarre. Et surtout, moi, j'adore la technologie, l'intelligence artificielle. Mais moi, je pense que des fois, il y a un avantage aux gens qui n'ont pas fait des grandes études. Absolument. Et surtout en RDC. Et tu vas me trouver dingue. Ce que je veux dire, ça va paraître un peu dingue. Ils ont l'avantage de l'audace. Mais ils vont se retrouver à un moment confrontés à un problème de manque de skills aussi. Voilà. Moi, je dirais que pour le début du business, surtout un pays comme la RDC, parce qu'il y a trop d'informels, il y a trop de gangsters là, de gouvernement qui te bouffent, qui te cassent la tête. Et il faut pas oublier, on est un pays pauvre. Et j'ai vraiment cette théorie pauvre, économiquement, GDP, mais ressources, on sait qu'on est les plus riches. Mais quand je dis ça, tu regardes les statistiques, la masse, écoute, va dehors, tu vois comment les gens sont en train de galérer. Absolument. Et je suis obsédé avec cette idée que les meilleurs business en RDC sont les business essentiels et non les business de luxe. Moi, c'est juste ma théorie. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment une théorie parce que quand tu regardes les statistiques, alors, l'idée, c'est quoi? J'ai toujours l'impression, et tu regardes dans les autres cultures qui dominent la RDC, les Libanais et les Indiens, mais c'est ça qu'on voit. Beaucoup de ceux qui se retrouvent aujourd'hui, 10 ans, 20 ans passés, ils étaient pauvres. Ils sont venus ici avec un sac à dos. Ils se sont adaptés. Donc, j'ai toujours l'impression, il y a une beauté aux gens qui n'ont pas fait des grandes études. Absolument. Ils philosophent pas trop, ils analysent pas trop, parce que l'université, qu'est-ce que ça te forme? L'université te forme dans la théorie et le résultat. Absolument. L'université casse un peu cette imagination-là, ce culot-là de mener quelque chose qui va pas peut-être marcher, qui est le cas de la RDC, parce que comme tu as dit, tu peux avoir des projections, mais la réalité te rattrape. Absolument. Donc, je pense qu'il y a une beauté en ça. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec Jumbo, je vais te dire vrai, là, vraiment, on va aller dans un sujet un peu, peut-être sensible. Je vais te dire vrai, ça fait presque 4 ans que je suis ici. Avant ça, je me rappelle, j'étais venu, je travaillais pour, l'OMS en recherche. Je me rappelle, Jumbo était partout. Mais aujourd'hui, je regarde un peu la quantité quand je vais dans les magasins, ça a diminué. Ouais.
Qu'est-ce Mais qui s'est passé, en fait? Une année n'a pas été l'autre. Une année n'a pas été l'autre. Et c'est vrai ce que tu dis. Bon, maintenant, peut-être qu'on s'est plus étendu, peut-être plus de clients, donc peut-être moins dans les endroits où tu vas, je sais pas. Ce qu'il y a récemment, on peut avoir des pénuries de fruits. Tu peux pas planifier ici. C'est impossible. Même des fois, on comprend pas les saisons. On va se dire, écoute, l'année passée, à cette période, on avait plein de maracuja, par exemple. Et cette année, à la même période, il y en a pas. Changement climatique. Et tu comprends pas. Changement climatique. Parfois, ça peut être ça. Et puis, des fois, je sais pas, c'est peut-être la route. Ou bien, des fois, les gens, ils ont arrêté de produire. Et donc, ça veut dire que le gars qui nous livrait, bah, lui, là, il est parti faire autre chose. Et il y a tellement de facteurs, c'est très dur pour nous de comprendre. Alors, on est dans une logique, encore une fois, et peut-être aujourd'hui, ça nous porte préjudice. On se dit, mais on achète là où on trouve, on va redistribuer des graines pour essayer de stimuler les filières et tout. Bon, on a quand même, aujourd'hui, on a des plans de développement qu'on a couchés sur papier. Ça, c'est pas très compliqué à faire. Tu peux te creuser la tête. En plus, aujourd'hui, oui, avec l'IA, même l'IA peut te pondre des choses et tout. Mais dans la pratique, c'est toujours assez compliqué. Pour en revenir à ce que tu disais aussi tout à l'heure, que les business informels, il y a ce côté très entrepreneurial, je passe à l'action, et dans le fait de pouvoir lancer, et puis à un moment ça cale parce que tu as besoin de compétences, tu as besoin t'as besoin de partenaires, tu as besoin de confiance, et ça peut-être, j'en voudrais peut-être ici un peu, pas spécialement à nos élites, mais ou bien à nos élites, ou bien à ceux qui ont de l'argent, tu vois, d'investir dans les gens. Et puis, aussi les petites personnes qui ont ces business-là et qui ont besoin de finances, de prendre en considération le poids de la parole donnée et de la confiance. Parce que le trait d'union entre un entrepreneur et quelqu'un qui a de l'argent, ce n'est que la confiance. 100%. Quand tu vas dans une banque, 100%. les gars te font pas confiance puisqu'ils te demandent d'amener une garantie avec. C'est parce qu'ils te font pas confiance. Le collatéral et ton bank statement, ton historique. Et donc, si on arrive à prendre en compte cette valeur-là, de se faire confiance. Oh non, le Congo va percer. Et que chacun va faire sa part. Le Congo va percer. En un an, ici, ça peut changer. Ça, et pour en revenir aussi un peu à l'humilité de quand tu sais pas, tu sais pas. Ah non, ça c'est pas dans la culture congolaise. Tu sais pas, oui. Oh et non, ça aussi, c'est un problème. Tu demandes à n'importe qui, ils savent tout, ils connaissent tout, ils connaissent exactement, tout. C'est exactement. ça. Et ça c'est plus possible parce que on a des conversations des fois avec des personnes où c'est un dialogue d'hypocrite en fait. Donc ça veut dire oui, mon frère, ça va, écoute, je vais t'aider. Oh, il va pas t'aider. Et puis au final après, il va pas rester. Pourquoi? Parce que on n'a pas foi en l'avenir. Il faut que ça se passe maintenant. Jour à jour. On veut pas construire. On est juste dans le show-off, en fait. On veut juste faire comme si. Mais il faut aussi comprendre. Écoute, depuis l'indépendance de 1960, on a eu un Mobutu. Beaucoup de gens n'aiment pas quand je dis ça. Moi, je suis pas fan de Mobutu. À aujourd'hui, les modèles de société que le Congolais et la Congolaise a en ligne, c'est quoi? Ce sont des leaders qui volent, qui respectent pas leurs paroles et il n'y a pas de conséquences. C'est ça le Congo aujourd'hui. Ouais. Tu peux déconner, désolé pour mon langage, il n'y a pas de conséquences, il y a personne qui... on va même te poursuivre vers la prison. Si mon oncle est chef de la prison, Nassé Amessa Apesimbongo. Donc, je pense que c'est triste, mais le Congolais aujourd'hui n'a pas de modèle de société locale et c'est ça qui se passe. Moi, ce que je trouve un peu triste ou même peut-être inquiétant, je sais pas, c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui ont conscience des choses. Mais ils continuent de faire le mal. Mais on continue de faire le mal. Non, de ce côté-là, je suis vraiment d'accord avec toi. Et tu vois, et ça, tant que ça changera pas, voilà. Donc, on a tout aujourd'hui. On a les raisons, on peut comprendre les raisons. Bon, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais tu peux diffuser cette raison-là avec ceux qui sont autour de toi. Et puis voilà, à un moment, il faut juste passer à l'action. Mais autant pour celui qui va investir que celui qui va faire le boulot aussi, ça, c'est quelque chose que je me pose à titre personnel souvent en tant qu'entrepreneur. On va souvent dire, OK, voilà, c'est nous qui avons pris les risques, on a investi notre argent au début, donc c'est normal qu'on va pouvoir se rémunérer beaucoup plus que les autres. Mais si on est un peu honnête quand même, moi, quand je suis honnête, je me dis, mais le travail qu'on réalise aujourd'hui, par exemple, chez Jambo, c'est un travail collectif, quoi.
on est autant d'employés, on fait tout le travail. Et en fait, on a tous besoin les uns des autres. 100%. Aussi bien celui qui livre que celui qui a fait 10 ans d'études et qui sait te faire 100%. des fichiers Excel de feu de Dieu. On a besoin de tous. Parce que comme pour une voiture, quoi, oui, peut-être que le pneu va te coûter beaucoup plus cher, mais la petite boîte à vitesse, elle va peut-être te coûter 30 balles, mais elle doit être là aussi pour que la voiture puisse aller de l'avant. Et donc, en fait, dans la répartition des bénéfices, en fait, tu vois, ça, je pense que dans la société capitaliste, il y a quelque chose qui va pas. C'est ça qui crée ces tensions. C'est ça qui fait que peut-être parfois les gens, ils ont envie de te voler parce qu'ils se disent, mais attends, mais moi, je travaille comme un chien et je gagne 10 fois moins et ci et ça. Moi, je pense que tu parles de la chaîne de valeur. On peut pas élucider cette question-là. Et en fait, on se cache aussi des fois derrière des principes. Ouais, mais tu sais, c'est moi qui ai investi, donc c'est comme ça. Ouais, mais tu sais, c'est comme ça partout dans le monde. Le business, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ça pousse peut-être les gens, les entrepreneurs, ils vont dire à leurs employés, oui, mais alors, monte ton truc toi-même aussi, tu vois. Mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Et puis, si tout le monde devient en fait entrepreneur, plus aucune entreprise ne va fonctionner non plus. Non, moi, je pensais que dont tu parles de la chaîne de valeur et tu parles aussi des idées que les employés doivent comprendre la vision de la compagnie et comprendre comment leur rôle influence la compagnie. Absolument. Et moi, écoute, on peut parler toute la journée, j'aimerais vraiment, mais il y a mon cameraman qui me dit qu'il y a 10 minutes qui restent. Alors, ce que j'aimerais savoir pour toi, avant qu'on clôture même l'interview, c'est que, OK, si aujourd'hui, tu avais $1 million que je pouvais te donner, d'abord, est-ce que tu as une idée de ta compagnie vaut quoi? Combien? En termes de valeur. Moi, j'adore les chiffres. Oh non, et j'ai évité les chiffres dans cette interview, mais j'adore les chiffres. Et alors, on va jouer en termes de potentiel ou bien en... Non, réaliste. Vente, valeur, bien, marché. OK, pas de problème. OK, voici ce qu'on va faire. On va faire semblant que ta compagnie vaut 10 millions. Ouais. Et moi, je suis prête maintenant à te donner $1 million, qui veut dire que j'aurai 10%. Oui, c'est ça, non? 1 million sur 10. J'aurai, non, 10%, Ouais, 10% de ta compagnie. Alors, sur le 10%, je te donne 1 million. Qu'est-ce que tu fais? Où le 1 million ira dans ta compagnie? Comment tu dépenserais? Juste très bref. Aujourd'hui, si tu me mets 1 million sur la table, je pense que ça serait pour développer les filières fruits, agriculture et en équipement. Donc, tu allais acheter une terre, tu allais planter les donc j'achète une terre et puis je fais en sorte de pouvoir exploiter. Comme ça, tu contrôles la matière première qui, au moment où tu te coûte trop. Exactement. Et ton coût n'est pas consistant. Déjà, c'est parce que c'est un facteur limitant pour nous. C'est l'approvisionnement. Donc, du coup, je participerai à ça. J'aurais pas l'ambition d'acheter beaucoup de terre, d'acheter une quantité suffisante pour déjà que ça puisse alimenter notre production. Sachant qu'ici au Congo, les gens répliquent un peu ce qui marche. Je me dis, si nous, on arrive à faire une ferme qui marche bien et que les gens voient que ça plante et que ça produit et que c'est un business qui tourne, d'autres vont pouvoir répliquer et donc nous, on va pouvoir aussi acheter. Parce que si tu vas à l'échelle, tu seras toujours limité à ta propre Exactement. Donc, non seulement ça nourrit le business, ça prêche par l'exemple. Et puis, en équipement, bon, après les équipements, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est que des achats, c'est de l'argent. Oh, c'est l'importation, la douane, tu l'as parcouru. Ça se trouve facilement. C'est ça, cette matière première. Et puis, troisièmement, parce que j'ai eu la chance de parler avec toi avant l'interview et que j'ai un peu pu comprendre aussi ta vision, c'est aussi le facteur humain. Pour moi, c'est le facteur primordial, c'est le facteur humain. Ça veut dire même si t'avais pas 1 million, mais si je vois que t'as une vision qui rencontre la nôtre et que t'as beaucoup d'énergie, comme ce que je peux constater, eh ben, je me dis oui, forcément. Alors, on a besoin de personnes comme ça pour faire avancer les choses. T'as pas, tu peux pas. Donc, c'est pas l'argent, ça se trouve, mais des personnes motivées et qui partagent ta même vision, ça, quand tu vois une personne comme ça, tu dois t'accrocher. Moi, j'ai l'impression que le Congo, c'est un marché tellement particulier. Écoute, c'est vrai, trouver l'argent dans la RDC ces derniers temps, ça devient un peu difficile. Mais le point, c'est quoi? Trouver l'argent, c'est possible. Je le dis toujours aux gens. En anglais, je dis, money is infinite. You create it. Mais moi, j'ai toujours l'impression que le grand problème que la RDC, nous, on a, exactement comme tu as dit, c'est une bonne main-d'œuvre qui est prête à bosser pour ça. Et juste pour clarifier, il y a des bosseurs dans ce pays. Ouais. Kinshasa, mais le Congo, il y a des bosseurs. Mais je pense que c'est ça le truc, c'est que trouver des gens qui sont des bosseurs, trouver des gens qui comprennent la vision, qui comprennent leur contribution à la vision. Absolument, et je comprends, nous tous, on aime l'argent, mais t'es pas trop loco sur un bongo. Et c'est ça qui manque dans notre pays. Tout le monde est trop loco sur un bongo. Un petit ingrédient final qui fait que ça rend les choses magiques, c'est que si tu arrives à fédérer les gens, en fait, si tu arrives à gagner le cœur des gens à ta cause,
Ah, Oh, tu vas Ah, percer. c'est fini. Parce que tu vas si non percer. seulement ils sont compétents, Oh, c'est tout. qu'ils adhèrent à ta cause et que c'est un peu comme dans le sport, quoi. Oh, Qu'est-ce c'est qui une fait équipe, qu'il y a c'est une une équipe qui s'entraîne tous les jours, qui sont c'est professionnels, ça. et une autre équipe qui sont tous les jours professionnels? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a une à un moment qui passe Ils au-dessus de travaillent l'autre? ensemble. C'est parce qu'à un moment, il y a une petite magie qui fait qu'ils sont soudés, quoi, et que ça fait bloc. Et ça, c'est que l'humilité, en fait, et vraiment comprendre l'autre qui fait en sorte que cette magie puisse opérer. Parce que si tu travailles avec des gens qui t'aiment pas, parce que tu leur parles mal, et ci et ça, à un moment, c'est sûr que ça va craquer quelque part. Et moi, je pense qu'il faut aussi, et ça, on peut en parler une autre fois, mais moi, je pense un gros problème aussi, ça s'applique aux Congolais, j'ai toujours dit, il faut aussi qu'on admette, on traite pas bien nos propres gens. Bien sûr. Et moi, j'ai toujours la philosophie que quelqu'un qui est compétent, je ne veux pas être orgueilleuse, mais quelqu'un comme moi, qui est compétent, qui a étudié, qui a vraiment fait preuve professionnellement avec l'expérience, je ne vais pas accepter n'importe quel salaire parce que je connais ma valeur. Exactement. Je sais que je suis rare dans ce marché, mais est-ce que je suis aussi réaliste? Est-ce que je vais demander le même salaire que quelqu'un à Silicon Valley gagne? Non. Exactement. Mais je pense que ceux qui montent les compagnies doivent accepter que si tu veux du bon talent et tu veux les fidéliser, tu dois, les bien payer, bien les traiter et dans des bonus, dans des trucs, ils se retrouvent. Exactement. Alors, moi, dans ce cas-là, écoute, je peux te parler toute la journée et j'aimerais bien, mais j'ai 2 questions qu'on clôture avec. C'est mes questions fameuses. Alors, 1, quel legacy tu veux laisser dans ce monde? Et je pense que c'est ça le mot français, legacy, right? Ouais. Yeah, dans le sens que j'ai toujours cette philosophie, c'est, tu vois, c'est ton deuil. Tu as 3 groupes, ça vient d'un livre, Effective People. Tu as un deuil. Il y a 3 groupes de gens, des enfants, collègues et, je sais pas moi, des amis éloignés. Alors, en gros, quelle est une chose, la façon dont tu aimerais qu'on se rappelle de toi? En même temps que tu me posais la question, je commençais déjà à réfléchir. Écoute, moi, j'aimerais bien juste laisser une bonne impression chez les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler, puisque on passe beaucoup de temps ensemble. Et que Jambo puisse perdurer au-delà de nous, tu vois, que ça soit ou bien pour nos enfants ou pas, parce que bon, je forcerai pas mes enfants à spécialement reprendre la boîte familiale. Je veux juste qu'en fait que l'idée perdure, quoi, tu vois, que l'idée perdure, parce que et pourtant c'est vraiment sur un bête produit, hein, ce n'est que des jus de fruits, c'est pas aussi high-tech, mais que juste que l'idée perdure et que ça puisse inspirer aussi d'autres personnes, de pouvoir réaliser des projets, mais de surtout, voilà, d'y insuffler des valeurs, parce que en fait, c'est ça notre crise ici. On a une crise de valeurs, quoi. Et de se dire, d'être un exemple pour d'autres personnes, que voilà, que on peut réussir en travaillant dur. Alors oui, on fait tous des petits écarts. Hein. Je dis pas qu'on est toujours tout net, mais de pas montrer, de pas être arrogant et parce qu'il faut pas prendre les gens pour des naïfs. Les gens voient d'où tu viens, qui tu es, et tu vois comment tu te comportes et tout ça. Donc, et sur base de ça, on peut même identifier d'où vient ta richesse. Exactement. Et donc voilà, voilà. Incroyable. Juste d'être un modèle par rapport à ça. Bon, on essaye, hein, parce qu'il y a plein de côtés aussi. On peut être un modèle par défaut aussi. Tu vois. Non, mais ça, on peut être un modèle de ce que tu dois pas faire. Mais on s'approche au positif, là. Mais restons sur le positif. Alors, la dernière question, c'est, en 3 mots, juste 3 mots, comment tu te décris? Moi? 3 mots. Alors, je pense que je suis ambitieux, travailleur. Ça doit être que du positif? Oui, absolument. Ambitieux, travailleur. C'est dur. Je pense que t'es très sympa. Je sais pas si le mot c'est oui, sympa. Oui, non, c'est vrai, non, je suis... T'as une simplicité et ouais, sympa. Voilà, c'est vrai. J'aime, c'était très chill, là, mais t'es très sympa. Et puis, bon, de bonne humeur, même si quand même, parfois, je peux être un peu impulsif, colérique aussi. Tout entrepreneur. Mais quand même, j'essaie de garder une joie de vivre quand même, ouais. Et simple. That's beautiful. Thank you. Thank you so much. That's it. Merci. And we're done.